15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. À Dikil, un atelier concernant le plan de validation crucial dans le cadre du projet de gestion intégrée de ressources en eau a eu lieu au conseil régional de Dikil. Et au Proche-Orient, le bilan dépasse les 40 000 morts à Gaza avec des pourparlers de cessez-le-feu actuellement en cours au Qatar. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le conseil régional de Dikil a été le théâtre hier d'une séance de validation cruciale dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Cet événement s'inscrit dans une initiative conjointe entre le PGIR, l'Agence djiboutienne de développement social, et le ministère de l'Agriculture. L'objectif de ce projet est de soutenir les activités génératrices de revenus, les AGR, portées par des coopératives, des associations locales, avec un focus particulier sur le développement économique des régions de Dikil, Tadjoura et Obok. À Dikil, 13 plans d'affaires ont été soumis pour évaluation. Les localités représentées lors de cette session incluent la sous-préfecture de As'ila, Sankal, Galamo, Halle 1 et Halle 2. Ces projets couvrent divers secteurs, notamment l'agriculture, l'artisanat et la boulangerie, avec l'ambition de revitaliser et dynamiser l'économie locale. 6 coopératives locales ont eu l'opportunité de présenter leurs projets devant un comité de sélection composé de personnalités influentes telles que le sous-préfet de Dikil, un représentant de la CEPEC, du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs de la région ainsi que du conseil régional. Ce comité a pour mission de choisir les projets les plus prometteurs et viables pour obtenir un financement. Et suivant les explications du coordinateur de ce projet. Nous sommes le conseil régional de Dikil dans le cadre du projet PGIR, projet de gestion intégrée des ressources en eau, qui est cofinancé par le FIDA et la République de Djibouti. Actuellement, aujourd'hui, nous avons un atelier pour la sélection des AGR, activités génératrices de revenus. Donc, dans le cadre de ce projet-là, de PGIR, une convention a été signée avec la DDS pour pouvoir mettre en place ces AGR, à peu près 48 AGR d'un montant de 107 millions de nos francs, a été signé avec la DDS, donc 48 AGR sur les 3 régions. Actuellement, nous sommes à Dikil, au conseil régional de Dikil, où on a identifié 26 associations, coopératives et associations, qui sont porteurs de 13 AGR. Et ces montants de ces 13 AGR avoisinent à peu près dans les 150 millions de nos francs. Donc nous sommes très satisfaits du travail qui a été accompli par la DDS. Donc ces AGR ont été identifiés, 13, dans le bassin de Gobad et de Halle. Donc ces AGR concernent par exemple AGR sur l'aviculture, sur l'artisanat, sur l'alimentation générale avec la création des petites unités, ainsi que plusieurs AGR sur l'agropastoralisme et les coopératives agricoles. Donc nous sommes très satisfaits de ce travail-là. Un comité a été sélectionné, composé par le conseil régional d'Obok, par la CLE, des Dikil, la CLE, le chambre de commerce, la préfecture, le conseil régional. Donc ce comité est chargé de sélectionner les 13 AGR qui seront retenus à Dikil et que vont bénéficier du financement de PGIR. Nous remercions beaucoup. Dans l'actualité également, dans ce dossier, nous avons le plaisir de vous présenter les avancées majeures du programme Un Toit pour toute la région. Ce programme conçu pour offrir des logements sociaux
Logements sociaux aux ménages les plus démunis a été lancé avec succès à Tadjoura et s'étend désormais à l'ensemble des régions du pays. À Tadjoura, un lot important de logements sociaux a vu le jour à l'entrée est de la ville, témoignant de l'engagement du gouvernement à garantir à chaque citoyen le droit à un logement décent. Cette initiative qui s'inscrit dans un effort national vise à réduire la vulnérabilité sociale en fournissant un abri adéquat aux Djiboutiens aux revenus modestes. L'inauguration de ces nouveaux logements marque un tournant important dans notre développement social et met en lumière la volonté du chef de l'État d'assurer un avenir inclusif pour tous, basé sur les fruits de la croissance économique continue de notre pays. Ce programme, désormais déployé à l'échelle nationale, démontre notre détermination à offrir à chaque région des conditions de vie dignes et à bâtir un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Et dans le second dossier de cette édition, après Tadjoura, direction le sud du pays, notamment à Lissabié, où nous allons parler santé et décrire donc l'évolution et la transformation de l'hôpital régional d'Alissabié. Regardez, c'est un document de la rédaction. La ville d'Alissabié, chef-lieu de la région, se trouve à 90 km de la capitale Djibouti et à seulement 10 km de la frontière éthiopienne. Cette position est stratégique à faciliter l'accès aux soins pour de nombreuses communautés. Depuis le premier jour de notre indépendance, la santé a été une priorité nationale. Les premières années ont été marquées par la construction de centres de santé essentiels offrant des soins de base aux communautés rurales éloignées. En 2016, l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Ouarsama a ouvert ses portes dans le chef-lieu d'Alissabié. Ce centre hospitalier moderne d'une capacité de 117 lits est une pièce maîtresse du système de santé local. Le chef de l'État, Ismaël Marguilé, a parrainé cette cérémonie d'inauguration de cet hôpital dédié à la couverture sanitaire des régions sud du pays, à savoir Alissabié et Dikil. Cet établissement se distingue par son architecture moderne et ses infrastructures techniques conformes aux normes et standards internationaux. Cet hôpital a été conçu au départ de répondre aux besoins sanitaires des régions sud du pays. La qualité d'infrastructure y témoigne puisque l'hôpital répond à tous les soins, que ce soit général ou spécialisé. Pour cela, il dispose d'un nombre important de médecins spécialistes qui sont en nombre de 15. À cela s'ajoute à 6 médecins généralistes. Un service d'urgence opérationnel 24 heures sur 24 afin de répondre à un éventuel accident de route sur cet axe routier très fréquenté où les deux régions du sud se partagent, à savoir Alissabié et Dikil. Pour remédier aux problèmes liés au manque d'ambulances, l'hôpital régional d'Alissabié s'est vu attribuer des ambulances équipées de matériel de réanimation à son bord pour limiter le décès lors des transports. Il y a eu des améliorations, que ce soit de nouveaux postes de santé qui ont été créés à Galilée et dans d'autres secteurs. L'hôpital régional de la région d'Alissabié a été amélioré à travers certains outils ou moyens techniques performants. Certains ont été inaugurés comme des scanners par le président de la République. Vraiment, l'hôpital dispose des outils, des technologies avancées. Depuis son ouverture, il répond avec succès aux besoins médicaux des populations des régions d'Alissabié et de Dikil. C'est pourquoi le ministère a octroyé un scanner de dernière génération pour améliorer le plateau technique déjà existant de cet hôpital à vocation régionale. L'arrivée de ce nouveau scanner a été l'occasion de voir le chef de l'État se déplacer à nouveau à cet hôpital pour en premier s'enquérir de la qualité des soins de cet hôpital régional au profit des populations sud, mais également d'inaugurer ce nouveau équipement à la pointe de la technologie moderne. Voilà, avec l'arrivée du nouveau scanner, on a eu un afflux très important. L'afflux il est augmenté. Avant, on faisait une part moins
et 1000 patients. Maintenant, ça a augmenté jusqu'à 1500 lorsqu'on fait les statistiques. Avec du nouveau scanner, il y a eu beaucoup de patients à traiter. Et les côtés, les avantages, on a eu beaucoup de patients qui devraient être transférés, ont été traités au service dans notre hôpital à cause de l'IRM. Avant, on n'avait pas les scanners. Maintenant, lorsqu'on a eu le TDM, on a eu à traiter et à suivre l'évolution de l'hémorragie. L'hôpital accueille également de nombreux patients venant des zones rurales éthiopiennes voisines, situées à moins de 50 km, qui viennent y recevoir des soins et accoucher, témoignant de la réputation de l'efficacité de l'établissement. Cet hôpital permet, au-delà même de la région, les pays voisins, certaines personnes viennent ici pour se soigner. Donc la qualité des services, c'est grâce à la qualité des services et à la technologie qu'on y trouve dans cet hôpital. Donc ça, c'est dans le domaine sanitaire. Au fil des ans, l'hôpital régional d'Al-Sabia a intégré des technologies médicales de pointe, améliorant ainsi la qualité des soins offerts aux patients. Nous allons toujours rester dans les dossiers de cette édition. Dans la série de nos reportages consacrés à la lutte pour l'indépendance, nous revenons aujourd'hui sur les efforts et le sacrifice de nos héroïnes, ces femmes qui se sont mobilisées aux côtés de leurs compatriotes masculins pour mettre fin à la colonisation dans notre pays. Retour en images sur les faits marquants de cette implication. Afar étant principalement communautaire et profondément influencé par l'islam et le nomadisme, il est donc assez naturel que les femmes jouent un rôle central dans la gestion des affaires domestiques et l'éducation des enfants. Elles sont souvent responsables de la cohésion familiale et de la transmission des valeurs culturelles et religieuses. Elles représentent les ciments traditionnels contre lesquels vient se fracasser la funeste entreprise d'assimilation culturelle et d'évangélisation de la puissance coloniale française. Les femmes djiboutiennes, à l'instar de leurs pères africaines, ont joué très tôt des rôles cruciaux et souvent sous-estimés dans leur lutte pour l'indépendance de la République de Djibouti. Leur contribution s'est manifestée de diverses manières, allant de la participation active au combat à des rôles de soutien et de mobilisation communautaire. Les femmes ont été essentielles pour mobiliser la population, organiser des manifestations et des grèves et sensibiliser à la cause de l'indépendance. Elles ont souvent utilisé des réseaux informels pour diffuser des messages et rassembler des soutiens dans l'objectif ultime d'accéder à l'indépendance. Les jeunes filles étaient les fers de lance des mouvements indépendantistes et c'était principalement elles qui s'occupaient de rameuter les populations des quartiers populaires vers des lieux de meetings indépendantistes avec leurs porte-voix pour ensuite offrir une belle animation afin de mettre le public en état de mobilisation avec leurs danses traditionnelles, leurs chants guerriers appelant à la résistance ainsi que des vers de poètes interdits qui étaient déclamés avec émotion par de belles jeunes voix d'anges qui arrachaient parfois des larmes au public. Tout le monde garde en mémoire les longs poèmes du poète Hassan Elmi déclamés pendant le meeting de 1972 par la sublime diva Fatouma Ahmed Dembil qui retraçait l'héroïque épopée des héros et des guerriers somalis depuis l'époque mythique de Ahmed Gouré au XVe siècle jusqu'aux martyrs des Andolé et des suppliciés de la Poudrière en passant par les exploits légendaires du Sayyid Mohamed Abdoulaye Hassan. D'autre part, beaucoup de femmes djiboutiennes ont fourni un soutien logistique indispensable au mouvement de libération, y compris la collecte des nourritures, des médicaments et d'autres provisions pour les combattants. Elles ont également offert un soutien moral et médical aux blessés pendant les manifestations. Certaines héroïnes, inspirées des légendaires figures des Arawelo, puissance reine mythique, et émulées par l'exemple de la Somalienne Hawatako, qui combatta le colonialisme italien avec des pierres tout en portant son bébé accroché sur son dos avec un pagne, vont s'illustrer particulièrement dans les journées insurrectionnelles de 1966 et de 1967. En effet, la mémoire collective de tout Djibouti se remémore de ces femmes qui vont courageusement ériger des barrages et se battre telles des lions enragés sur des barricades aux côtés de leurs frères et époux, leur offrant ainsi un exemple concret des combats devant lesquels il est strictement interdit de fuir devant l'ennemi colonialiste et ses supplétifs des forces des polices indigènes, au risque de passer toute sa vie pour un poltron, suprême insulte chez les descendants des nomades. Dans tous les différents mouvements de libération du FLCS au LPAI en passant par les MPL, de nombreuses femmes courageuses ont pris les armes et participé directement au combat.
Par exemple, certaines militantes ont pris activement à la lutte armée contre les colonialismes français, jouant des rôles de combattantes, collectant des informations, servant des messagères au péril de leur vie. Même plusieurs décennies après l'accession de notre pays à son indépendance, tant convoitée, la mémoire collective de tous les Djiboutiens honore ces héroïnes intrépides qui ont courageusement brillé par leur abnégation et leur sens du sacrifice pour cette cause suprême telle que Makoroble, Habiba Guelleh, Saada ou Malika. Sans oublier les rôles des piliers qu'incarna Aïcha Bororé qui a laissé une place inégalable dans la mémoire des Djiboutiennes en contribuant à la création après l'indépendance de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. En résumé, les femmes ont été des actrices clés dans la lutte pour l'indépendance en Afrique, apportant des contributions militaires, logistiques, intellectuelles et sociales qui ont été indispensables à la réussite de ces mouvements. Leur engagement héroïque a non seulement aidé à obtenir l'indépendance, mais aussi posé les bases pour une plus grande participation des femmes dans la vie politique et sociale post-coloniale. Et nous restons toujours sur ce thème. Nous savons que la colonisation est aussi l'exploitation physique de l'espace. Alors dans ce sens, comment l'administration coloniale de l'époque a-t-elle reparti la ville de Djibouti entre autochtones et puissance coloniale? Les détails dans ce reportage. L'exploitation coloniale française sur notre territoire s'accompagne dès le début par la gestion et l'exploitation de l'espace physique. Dictée seulement par ses propres intérêts et par l'esprit mercantile de ses explorateurs et de ses entrepreneurs, la puissance coloniale met en place une politique de valorisation de l'espace sur un schéma dichotomique. C'est ce schéma qui servira de plan directeur à l'urbanisation de la ville de Djibouti dès sa fondation. Il y a d'un côté l'espace habité et l'espace résidentiel et il y a de l'autre côté l'espace à exploiter économiquement. Et naturellement, ces schémas binaires ne laissent pas place à l'espace culturel, traditionnel ou géographique des habitants du territoire. Ces derniers, dans l'esprit de l'administration coloniale, forment les sous-ensembles de l'espace à exploiter économiquement. Dès son installation à Djibouti-Ville, le gouverneur Léonce Lagarde fait appel à des grandes sociétés de la métropole pour dresser le plan d'une urbanisation coloniale essentiellement sur l'îlot du Héran et les plateaux du Marabout. Grosso modo, la partie haute, c'est-à-dire la partie non inondable, est valorisée au profit de la puissance coloniale et la partie basse est délaissée aux autochtones et aux plus démunis. Pour être exact, du Héran jusqu'à la place Lagarde et la place 27 juin, c'est la partie de la ville où résident les Européens. Sur une autre partie du plateau du Serpent et du Marabout se trouvent les principales infrastructures commerciales, la gare, les sièges de la compagnie ferroviaire, les messageries maritimes. Sur le boulevard de la République se trouvent les lieux des cultes et des établissements scolaires fréquentés par les Européens. Le Darag sert des limites méridionales aux deux plateaux de démarcation entre l'espace habité par les Européens et l'espace occupé par les autochtones. C'est donc en contrebas du Darag que commencent les habitats des indigènes. De la fondation de la ville, les habitants nomades appelés Arish s'étalent dans l'actuelle place Mahmoud Harbi, en face de la mosquée Hamoudi. Ces habitats en construction précaire vont se retrouver également tout au long de la zone actuellement appelée Boulaous. C'est d'ailleurs l'appellation locale Boulaous, littéralement maison des foins, qui va donner le nom de Boulaous à la zone. La ville de Djibouti s'étendant vers le sud à cause des activités industrielles, notamment l'exploitation du sel aux salines, l'administration coloniale a les soucis de contrôler la sédentarisation de cette population semi-nomade qui occupe des tâches les plus dures et les plus ingrates. Dockers, ouvriers, matelots, coulis, gardiens, boys, c'est sous le gouverneur Pierre-Henri Siriex que la puissance coloniale, toujours dans l'optique de maintenir une ségrégation spatiale affirmée entre les populations locales et les Européens, mais aussi dans le but de contrôler la circulation des autochtones, formalise la création des quartiers indigènes. Ainsi, dans ce qu'on appelle à l'époque le Bandar Jadid et les Dar al-Salam, les quartiers sont numérotés de 1 à 7 jusqu'à Ombouli. Le quartier Kartilé, qui sera appelé Karton par déformation, sera créé un peu plus tard dans les années 60-70. L'objectif ultime de la puissance coloniale est clair. Faire tout pour qu'il n'y ait pas de mixité et de mélange entre les populations locales dans un premier temps, mais aussi maintenir une démarcation nette entre les Européens et la population locale. Pour la puissance coloniale, Djibouti-Ville, qui est le centre de leur intérêt, s'arrête à l'époque à la Palmeraie d'Ambouli. Au-delà de la terra incognito du monde sauvage, d'ailleurs, ces morceaux que la puissance coloniale a choisi de valoriser et d'occuper sera ceinturé par de barbelés que là aussi la population déformera en Balbala. Balbala et ses alentours deviendront, au plus fort de la résistance et de la revendication indépendantiste, un espace d'exclusion, d'expulsion et même d'exécution sommaire.
Page nécrologie à présent, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès donc de l'ancien directeur adjoint de l'information Omar Ali Igué, et qui s'est éteint donc hier soir, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le paysage médiatique de notre pays. Pendant plus de 40 ans, Omar Ali a été une figure emblématique de la presse audiovisuelle djiboutienne, et pour de nombreux journalistes, il fut bien plus qu'un collègue ou un supérieur. Il était un guide, un mentor, celui qui a montré la voie et transmis les valeurs fondamentales du journalisme. Mais au-delà de son impressionnante carrière, c'est la personnalité de Omar Ali qui marquera à jamais ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, sa tendresse et sa bienveillance faisant de lui une personne d'exception, respectée et aimée par tous. Il savait écouter, conseiller et guider avec une patience infinie, toujours soucieux du bien-être de ses collègues et de la qualité du travail accompli. Le départ de Omar Ali laisse un vide immense au sein de la grande famille de la presse audiovisuelle djiboutienne. En apprenant cette tragique et douloureuse disparition, la direction générale ainsi que le personnel de la RTD, notamment la direction de l'information, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt Omar Ali Igué, et prie le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, le ministère de la Santé a révélé que le bilan des victimes du conflit en cours a désormais franchi le seuil des 40 000 morts. Ce chiffre alarmant met en lumière l'ampleur tragique de la guerre qui ravage la région. Les frappes israéliennes se poursuivent, ciblant des villes comme Hamad et Khan Younes et infligeant un lourd tribut humain. Selon des médecins locaux, le nombre de victimes pourrait être encore plus élevé. Environ 10 000 personnes pourraient être ensevelies sous les décombres des bâtiments détruits, tandis que les efforts pour les retrouver sont entravés par un manque d'équipements lourds et de carburant. En Cisjordanie occupée, les attaques israéliennes continuent toujours. Mercredi, un raid de drones sur le camp des réfugiés de Balata a causé la mort de 2 Palestiniens. La guerre en cours, avec son impact humanitaire dévastatrice, et continue d'affecter profondément Gaza et au-delà, laissant la région dans une instabilité croissante et une incertitude accrue. Et dans une démarche sans précédent au milieu de la guerre meurtrière, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier son intention de se rendre dans la bande de Gaza, alors même que l'offensive israélienne, qui a fait à ce jour plus de 40 000 morts, se poursuit. Mahmoud Abbas a fait une allocution au Parlement turc à Ankara au cours d'une session extraordinaire sur la Palestine à laquelle assistait le président turc Erdogan. Des centaines de législateurs turcs et d'autres hauts fonctionnaires. Mahmoud Abbas réside actuellement en Cisjordanie. Ignorant une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat, Israël fait face à des condamnations internationales dans le cadre de son offensive meurtrière qui se poursuit toujours contre la bande de Gaza, et ce depuis l'attaque transfrontalière du Hamas contre des colonies israéliennes le 7 octobre 2023. Nouveau variant du Mpox, le monkeypox. La Suède fait état d'un premier cas d'infection. L'OMS alerte sur le risque de cas importés en Europe. Au lendemain de l'annonce par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, d'une urgence de santé publique de portée internationale en raison de la propagation du Mpox, la Suède a fait état d'un premier cas sur son territoire dans la région de Stockholm. Et la personne infectée en Suède a reçu des soins et des recommandations conformes aux réglementations en vigueur, a assuré Madame Wixel, son agence, affirmant dans un communiqué que le fait qu'une personne soit traitée pour le Mpox dans le pays n'implique pas de risque pour le reste de la population. Il s'agit du premier cas d'infection à ce variant hors d'Afrique. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes sur Télé Djibouti.